Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour un débrief de la première journée de l'Eurobasket. On va essayer de faire ça tous les jours, si j'ai le temps je ferai ça tous les 2 jours et on va faire ça pendant au moins toutes les phases de poule de l'Euro, puisqu'après, vous savez, je pars pour regarder l'Euro en Lettonie à partir des quarts de finale. Donc je ne serai pas forcément en train de faire des débriefs si vous voyez ce que je veux dire. Avant toute chose, merci pour la force pour la dernière vidéo, merci d'avoir boosté pour ceux qui ont boosté. Je vous demande tout de suite, comme ça c'est fait, n'oubliez pas de liker, vous abonner pour les nouveaux arrivants. Quand vous likez, vous pouvez booster la vidéo, ça nous augmente notre visibilité aussi, et vous, ça vous coûte rien. Donc si vous pouvez le faire, ce serait super. Et maintenant, on va commencer tout de suite sur le premier match qui a eu lieu, c'est le match entre la Grande-Bretagne et la Lituanie. Bon, on va pas s'attarder sur les matchs qui ne méritent pas qu'on s'attarde dessus. La Grande-Bretagne, elle est là parce qu'on a augmenté le nombre d'équipes qui peuvent venir à l'Euro. La Lituanie n'en a fait qu'une bouchée. Au niveau des stats individuelles, il y a Valanciunas qui fait un gros match avec 18 points. Mais sinon, la Lituanie n'a pas forcé, plus 24. Victoire facile. Ensuite, il y avait un match qu'on aurait pu penser plus intéressant, mais l'Allemagne face au Monténégro. L'Allemagne a montré pourquoi elle était candidate au titre. Elle vient avec un titre de champion du monde. C'est eux qui ont gagné le dernier championnat du monde. Ils ont éclaté le Monténégro, plus 30. Le Monténégro qui a quand même encaissé 106 points. Alors il y a eu quelques bonnes performances individuelles, notamment Nikola Vucevic qui fait un gros match, je crois qu'il fait 23 points, 10 rebonds, 5 passes avec des excellents pourcentages. Il y a Kyle Holman aussi, l'ancien arrière du Paris Basketball qui fait un bon match avec 18 points. Mais bon, c'était pas de taille face à la Germanie, j'allais dire, à l'Allemagne. Notamment avec leur duo qu'on attendait, Dennis Schroeder et Franz Wagner qui ont tous les deux passé la barre des 20 points. Bien aidé par Andreas Obst qui met 18 points à 5 sur 6 à 3 points. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi l'Euroleague, Andreas Obst, un des meilleurs snipers d'Europe, franchement, avec une gestuelle vraiment clean. Pas aussi clean que la mienne, mais vraiment, si vous le laissez tout seul, ça va allumer. Donc l'Allemagne font un statement directement. On a beaucoup parlé de la Serbie. Ouais, la Serbie. L'Allemagne a montré qu'ils n'étaient pas là pour rigoler. Ensuite, on avait un match que moi, personnellement, j'avais hâte de regarder. Bon, j'ai été un peu déçu du résultat final. C'était la Lettonie contre la Turquie. Donc, ma terre, ma patrie. Bref, du coup, c'était assez serré en première mi-temps et puis ensuite la Turquie a pris un peu d'avance et ça s'est fini avec 20 points d'écart. À noter au niveau des performances individuelles, Shane Larkin qui fait 15 points sans trop forcer, 15 points, 6 rebonds, 3 passes, qui a mis les tirs qui ont fait mal. Seamus Azer qui a mis un poster sur 2 joueurs de la Lettonie. Évidemment, on a vu la Turquie dominée avec un secteur intérieur, que ce soit Ercan Osmani, on n'a pas trop vu Adem Bona, il y a Yurtseven aussi qui a donné quelques bonnes minutes, même si Yurtseven, on dirait c'est le 5e pivot de la rotation. Franchement, pour un joueur qui joue pour Ergin Ataman, c'était un peu, on peut questionner tout ça. Après, on a vu un Alperen Sengun vraiment exceptionnel, dominant dans la raquette, qui crée pour les autres, il fait 16 points, 8 rebonds, 7 passes, 17 dévals, 23 dévals, pardon, plus 17 de plus-minus. Et j'ai découvert aussi le fameux Kenan Sipahi, que je ne connaissais pas, qui joue donc à Bahçeşehir, en Turquie, du coup. Je crois que c'est une équipe d'Eurocup. Bon, après, je regarde pas l'Eurocup, donc je ne vais pas vous dire de conneries. Le poteau, il a sorti un match à 19 points, 6 sur 6 au tir, donc il a rien raté, 5 sur 5 à 3 points, 2 sur 2 au lancer. Il fait 4 rebonds, 3 passes, 37 de plus-minus, 26 dévals. Pour un des rares joueurs qui ne joue pas en Euroleague ou en NBA dans ton effectif, c'est pas mal pour mener la balle. Et en plus, vraiment, la Lettonie faisait le choix de le laisser shooter et il a sanctionné 5 sur 5. Alors je sais pas si c'est un gros shooter, s'il va tenir ce pourcentage. Bon, de toute façon, il va pas tenir les 100% sur tout le tournoi, mais franchement, c'était assez impressionnant. Parce que t'es un peu sans solution. T'es obligé d'aller trapper Sengun, mais derrière t'as Osmani qui se déplace bien, ou Yurtseven, t'as Shane Larkin, t'as Cedi Osman qui, pareil, au niveau de l'adresse, a été exceptionnel, comme sur la fin de saison avec le Pana, et t'as le mec que tu veux laisser tout seul, Sipahi, qui te met des tirs à 3 points aussi. Donc c'était très difficile pour la Lettonie. J'ai été un peu déçu de la Lettonie, j'ai l'impression qu'on ne sait pas vraiment où est la hiérarchie. Kristaps Porzingis, il y a eu quelques petits flashs, mais bon, il est beaucoup 2 mètres derrière la ligne à 3 points, pour un mec de 2m20, plus de 2m20, 2m21 je crois, c'est regrettable, d'autant que on n'a pas vu non plus un impact défensif de folie. Davis Bertans, il a envoyé que des sauciflards. Alors moi je veux bien que tu tires 2 mètres derrière à 3 points, que tu sois un fort shooter, et je suis sûr que sur l'Euro, il va faire des grosses séries. Mais là, il a vraiment envoyé que des bricasses. Il y a eu mon bébé Arthur Zagars qui s'est un peu réveillé, qui met 3 tirs à 3 points d'affilée, qui a créé pour les autres, etc. Et puis, l'histoire de sa vie, j'ai l'impression, depuis qu'il a été découvert à la Coupe du Monde, blessure. Alors, il a joué que 16 minutes. Après, on l'a vu un peu grimacer sur le banc, se faire masser. Je sais pas si c'était des crampes. Ouais, c'était dans le deuxième quart-temps, donc s'il avait déjà des crampes, c'est un peu inquiétant. J'espère que c'est rien de grave, j'ai pas vu plus d'informations. Mettez en commentaire si vous avez eu des informations. Mais voilà, j'étais un peu déçu de la Lettonie. Évidemment, Ergin Ataman qui a dit, voilà, on a montré pourquoi on était une des meilleures équipes d'Europe.
c'est vrai que c'est un gros statement, mais bon, pour l'instant, ça ne bouleverse pas mes classements. Toutes les équipes n'ont pas encore joué, il y a des équipes qui ont fait des gros écarts aussi, et la Turquie, je les vois arriver en quart de finale, normalement, et comme j'avais dit dans la preview, s'ils arrivent en demi, ce sera déjà quelque chose de réussi. Ensuite, il y a eu un match avec une grosse surprise. C'était la République tchèque contre le Portugal, et le Portugal qui a gagné sa première victoire de son histoire à l'Eurobasket, 62-50, donc a tenu la République tchèque à 50 points. C'est pas dégueu défensivement, même si bon, je pense qu'il y avait un peu de maladresse des deux côtés. Mais surtout, on a pu voir un Imas Keita, le pivot de Boston, monstrueux, 23 points, 18 rebonds. Franchement, en FIBA, t'as l'impression, alors il fait 2,11, 113 kg, mais t'as l'impression qu'il fait 2,18, il est mobile, il est capable de shooter à 3 points, il est athlétique, il va chercher des alley-oops hauts, il est là en défense, il est long, enfin je sais pas quelle envergure il a, mais il est vraiment monstrueux quand on regarde les images. Donc vraiment, le Portugal qui commence bien, ils avaient déjà tapé l'Espagne en préparation. Bon, je pense pas qu'ils vont aller loin, mais en tout cas, voilà, c'est une équipe qui peut être poil à gratter. Bon, la République tchèque, voilà, je pense pas qu'ils s'attendaient à se faire attraper par le Portugal. Ensuite, on a eu pour moi le plus beau match de cette journée, la Suède contre la Finlande. Alors, on se disait la Suède, ok, quand on voyait la Finlande, je crois que la Finlande finit la prépa invaincue. Oui, la Finlande finit la prépa invaincue avec un Markkanen. On a vu un niveau vraiment exceptionnel. Et il n'a pas relâché la pédale d'accélérateur. Il commence le match, il met 10 points déjà dans le premier quart-temps, je crois. Et tu te dis, putain, mais ce joueur, il est monstrueux. Physiquement, parce que lui aussi, il doit faire 2-10 facile, au moins 2-8. Il est costaud. Quand il met des contacts, on voit que la stratégie de la Suède, c'était beaucoup... alors, ils ont fait pas mal de zones, mais surtout quand Markkanen était hors du terrain. Mais c'est surtout essayer de se mettre devant, chercher des passages en force, parce que Markkanen, il rentre beaucoup avec l'épaule. Bon, ils ont spoiler alert, ils ont choper aucun passage en force parce que c'est un mec qui est très très fort sur ses appuis, qui arrive à se décaler. Quand ça ferme bien, il arrive à mettre des fadeaway. Franchement, il a été encore monstrueux. Il a raté quelques tirs sur la fin de match, mais sur les 3 premiers cartons, tu te dis, mais ce mec-là, c'est le meilleur joueur du monde. Il rate pas un tir, il met des fadeaway, il met des posters, il est agressif, il va provoquer des lancers francs. Franchement, c'était monstrueux. Il a été bien assisté par... Saline, qui a mis des tirs importants quand il fallait, quand la Suède prenait le devant, parce que la Suède a quand même, je vais pas dire dominé, mais c'est souvent eux qui étaient devant, la Finlande qui était souvent en train de traîner. Il n'y a jamais eu beaucoup d'écart dans ce match, mais voilà, on a vu la Suède prendre 4-5 points d'avance parfois, et c'était la Finlande qui tirait derrière, la Finlande qui joue à domicile, hein, je le rappelle. Il y avait également l'ex-parisien, maintenant joueur du Fenerbahçe, Mikael Jantunen, qui fait pas un match, voilà, il met 12 points, il met un gros tir à la fin, c'est vrai. Par contre, en termes d'adresse, sur le début de match, il est pas exceptionnel. Après, il fait un match propre au final. Hein. 12 points à 4 sur 8 au tir, 50% à 2 points, 50% à 3 points. Il fait 2 rebonds, 3 passes, 7 dévals, voilà. C'était pas le grand Jantunen non plus, mais bon, il n'a pas non plus peut-être le même rôle qu'il avait au Paris Basket. On a vu, j'ai vu sur les réseaux ce qu'ils appellent Baby Jesus, je crois. C'est Mika Murinen, qui rentre, qui joue 8 minutes et qui à la fin met 5 points très importants, qui est hyper agressif, qui met un Eurostep, un dunk, qui va chercher des fautes également. Donc c'est un profil qui est intéressant parce que quand il se retrouve avec Jantunen, qui est quand même assez mobile, Markkanen, qui est un gabarit de pivot mais qui peut bouger comme un arrière, et ce mec-là qui est un peu un profil à la... Comment dire, pas la Zachary Rizaché, mais voilà, c'est un Vukcevic un peu, c'est un profil ultra filiforme mais qui tient bien sa balle, qui est grand, il doit faire au moins... Je pense qu'il doit faire 2-10, ou au moins 2-8. Donc vraiment, c'est un profil qui est intéressant. Quand ils sont à 3 sur le terrain ensemble, bah, il y a de la taille, ça gêne en défense. Et en même temps, bah, c'est des mecs qui peuvent jouer sur leur avantage de taille en attaque aussi. Côté Suède, parce que la Suède, quand même, moi, m'a fait kiffer. Bon, il y a un joueur, évidemment, qui a crevé l'écran. C'est Ludvig Håkansson, qui finit en 33 minutes à 28 points, à 10 sur 13 au tir. 6 sur 8 à 3 points. À un moment, il prend un coup de chaud vraiment... en première mi-temps, il est exceptionnel. En plus, il a une mécanique vraiment longue, vraiment lente, donc je me dis au début, ah, c'est de la chance et tout. Bon, je sais pas, je connais pas le joueur, hein. Mais en tout cas, il a fait un très très gros match. J'ai bien aimé aussi le match de Baranje, même s'il met que 6 points, il fait 6 points 5 passes, il a été hyper agressif près du cercle, et en début de match, c'était lui qui décantait beaucoup de situations pour la Suède. C'est un joueur à suivre, je pense qu'il va faire beaucoup de bien à cette équipe. J'ai bien aimé aussi le match de Simon Birgander, qui est le pivot de la Suède, qui avait des bonnes mains, qui a été bien dans le rôle sur du alley-oop, qui a été trouvé par ses meneurs. Voilà, un pivot intéressant, après qui manque un peu de latéralité, mais la Suède, je trouve que c'est pas mal, hein. J'attends de voir ce que ça va donner. En tout cas, ça joue bien au basket, ça défendait pas trop des deux côtés, mais en tout cas offensivement, c'était intéressant des deux côtés.
Il faut quand même dire que la Finlande était à +2 à 40 secondes de la fin. Il y a la 5e faute qui est sifflée à Pelle Larsson, le joueur NBA, qui était un peu en train de se mettre dans le match parce qu'il a été vraiment fantomatique tout le match, sur une faute imaginaire, mais imaginaire de chez imaginaire, franchement. Alors, est-ce que c'est un arbitrage maison? Vous pouvez me dire dans les commentaires. Mais du coup, ça donne 2 lancers francs, il rate le premier, il met le deuxième, ils sont à -3 et du coup ils sont en train de se casser la tête à chercher un tir à 3 points. En plus, il commence l'action, il y a une erreur sur les 14, l'horloge des 14 se déclenche pas, donc, enfin des 24, mais c'est 14 parce qu'ils sont en zone avant, donc du coup ils doivent rejouer l'action à partir de la ligne de touche, mais par contre on leur enlève 8 secondes, donc il reste que 6 secondes de possession. Bref, franchement si j'étais les Suédois, j'aurais bien la rage de comment ça a été géré l'arbitrage et le chronomètre sur la fin de match. Et on finit avec le dernier match de la journée. Bon, ça, j'ai regardé un quart-temps. Après, je savais que ça allait pas être intéressant. C'était la Serbie contre l'Estonie. Et la Serbie a tenu son rang. Victoire 98 à 64. Ils se sont baladés. Jokic s'est baladé. Et je crois qu'il a un plus-minus à 39. Voilà, en 23 minutes. Il fait 11 points, 10 rebonds, 7 passes, tranquillement. Tout le monde s'est éclaté. Jovic mis 19 points. On a 18 points, je crois. 18 points, oui, c'est le deuxième meilleur départ pour un Eurobasket pour un Serbe après Nikola Jokic qui avait mis 19 points. Tout le monde s'est amusé, Petrousev, voilà, vraiment tout le monde, Avramovic, ils se sont fait kiffer. Ce qui était intéressant, j'ai trouvé, et ça va à voir s'ils vont continuer ça sur le reste de la compétition, c'est qu'ils ont commencé avec un line-up Petrousev, Jovic et Jokic, donc 3 grands. Je ne sais pas vraiment qui jouait poste 3, en tout cas ils jouaient avec 3 grands. C'est intéressant, et en même temps, je trouve que, tu vois, si on rencontre les Serbes, bah, on a des profils. Bah, on a surtout un profil comme ça, avec Zachary Zaché sur le poste 3, même Bilal Koulibaly qui a quand même de la longe, qui peut gêner des profils comme Jovic ou comme Petrousev. Bon, Jokic, c'est un vrai poste 5, il faudra mettre des postes 5 dessus. Mais voilà, en tout cas, c'était intéressant de la part de Pesic. Bon, il n'y avait pas grand chose à dire sur ce match-là, la Serbie a tenu son rang. Le programme de demain, du coup, il y a la Géorgie contre l'Espagne. La Géorgie, apparemment, c'est costaud cette année, mais bon, l'Espagne, c'est hyper gaze, mais l'Espagne, quand même, par leur académie de jeu, je pense qu'il y a moyen qu'ils fassent quelque chose. En tout cas, je pense que ça peut être un match serré, parce que la Géorgie, ça va envoyer dans la raquette. Israël-Islande, à mon grand dame, parce que vous savez que je suis pas fan de la politique d'Israël, mais bon, eux, c'est des joueurs de basket, ils sont pas forcément... Bon, déjà, on se demande ce qu'ils foutent à l'Eurobasket, mais ça, c'est encore autre chose. Je pense qu'ils vont faire qu'une bouchée de l'Islande, parce que Israël a quand même une belle équipe. France-Belgique, évidemment, on va tartiner les Belges, ça je vous le dis à l'avance, c'est demain à 17h. Il y a la Bosnie contre Chypre. Bon, Chypre, ils vont se manger un tarif, ça c'est sûr, même si la Bosnie, c'est pas non plus costaud, il y a des joueurs qui sont blessés. Grèce-Italie, ça va être intéressant, ça va être très intéressant, parce que la Grèce m'a un peu déçu sur le dernier match amical face à la France. Et l'Italie, franchement, ils ont une équipe pas mal. En plus, j'aime bien ce que fait Gianmarco Pozzecco, donc à voir, mais je pense que... Allez, je vais miser sur l'Italie, parce que la Grèce, ils aiment bien se chier dessus quand même sur les... Après, en preview, j'ai dit que la Grèce faisait peut-être podium. Allez, on va rester cohérent. Allez, on va rester sur la Grèce. Yanis Toliopoulos, ne me décevez pas. Kostas Antetokounmpo, ne me déçoit pas. Et Slovénie-Pologne, alors là, je vous l'annonce, la Slovénie va se manger 20 points. Luka Doncic va faire 30-10-10. Mais il n'y a rien autour, ça va être catastrophique. Donc voilà pour le petit débrief de la journée 1. On se retrouve demain pour le débrief de la journée 2, j'espère. Parce que demain, bah, j'ai entraînement de ça. Et sinon, je vous dis à après-demain.